Alors merci à Les Adar, à Thierry Hennen, Marie-Josée Ortilan et aussi à Lionel Bayol-Témine pour leur invitation. Merci aussi bien évidemment à Nathalie Giraudot, Véronique Soulaine et Audrey Ilouz, d'abord pour les très belles expositions qu'elles présentent dans leurs différents établissements et pour leur invitation à cette journée d'études tout à fait passionnante. Alors, parler de photographie concrète dans le cadre d'un colloque consacré à l'abstraction photographique peut sembler paradoxal, là encore, puisque traditionnellement les deux termes sont opposés. Pourtant, dès lors que l'on observe les théories philosophiques ou scientifiques, le lien qui unit l'abstrait et le concret semble indéfectible. Ainsi, Aristote, avec l'illémorphisme selon lequel tout objet est formé de façon indissociable d'une matière concrète et d'une forme qu'il est possible d'abstraire, ou encore la phénoménologie du Husserl, qui considère que les essences sont construites par l'abstraction d'une série de perceptions concrètes. De même, en science, abstrait et concret sont dialectiquement liés, comme a pu le résumer le physicien Paul Langevin avec sa formule « le concret et l'abstrait rendu familier par l'usage ». Et l'histoire de l'art ne fait bien évidemment pas exception dans ce paysage où l'abstrait et le concret se sont souvent confondus, ce dont témoigne le manifeste de l'art concret, paru dans les années 30 et notamment théorisé par l'artiste néerlandais Theo van Doesburg, selon lequel, dans le domaine pictural, il convient, je cite, de parler de peinture concrète et non abstraite, car rien n'est plus concret, plus réel qu'une ligne, qu'une couleur, qu'une surface. D'une façon ou d'une autre, toutes ces théories ont en commun de lier les notions de concret et d'abstrait avec celles de la matière et de sa perception empirique. C'est pourquoi, dans cette conférence, j'ai souhaité aborder la question de la photographie concrète qui, selon moi, interroge l'abstraction à l'aune de la matérialité qu'elle met en jeu dans la photographie, la matérialité dans et de l'image photographique étant un thème qui m'est particulièrement cher puisque je prépare une exposition pour l'automne 2022 sur ce sujet. Il convient toutefois en préambule de distinguer la photographie du concret de la photographie concrète. Je sais pas. Voilà, merci. La photographie du concret serait une première catégorie qui consiste en des images straight d'un monde réel transformé pour apparaître comme abstrait. Donc on peut à cet égard une fois encore citer Alfred Stieglitz avec ses équivalences, série d'études de nuages entamées en 1922, mais aussi on peut évoquer les œuvres d'Aaron Siskin, de Frederick Sommer ou encore de Minor White, toutes présentées au MoMA en 1960 dans l'exposition The Sense of Abstraction. Dans un courrier qu'il adressait à Grace Meyer, l'une des deux commissaires de l'exposition au MoMA, Minor White insistait sur le caractère très concret de son travail en déclarant, je cite, « Selon moi, les photographies de mes séries que vous avez choisies ne sont pas du tout des abstractions. Elles s'appuient sur la nature. Il est vrai qu'elles ressemblent au tableau que l'on regroupe sous cet intitulé, mais c'est plus une coïncidence qu'un acte volontaire. Mes travaux s'apparentent davantage à ce que Stieglitz nommait des équivalences. Mes photographies ont plus à voir avec les taches d'encre de Léonard qu'avec l'abstraction. » Plus proche de nous, le Canadien Obi Colombek, élève de Sommer, l'Allemand Detlef Orlop, ou les Français Yves Trémorin, Philippe Grenon et Patrick Tosani, par le procédé du gros plan, des variations d'échelle ou le choix du fragment, scrutent le monde physique, la concrétude des choses, de façon à en effacer la représentation au profit d'une abstraction qui ne nie en rien son fondement physique et matériel. On assiste d'ailleurs dans la photographie contemporaine à une recrudescence d'images en gros plan, ce dont témoigne par exemple la série des cuillères de Patrick Tosani, exposée l'an dernier au musée de l'Orangerie, en dialogue avec les nymphéas de Monet, comprise comme aussi une des œuvres préfigurant l'abstraction picturale. Les codes précis et concrets de la photographie d'objets adoptés par Tosani lui permettent paradoxalement d'interroger davantage la puissance d'abstraction intrinsèque à l'image.
Le photographe, à travers la forme simple de la cuillère, analyse le phénomène de la vision, à l'instar de Monet, fouillant le motif de l'eau de son étang. Selon Tosani, je cite, « Je fais une description très concrète de la chose car ce qui m'intéresse, c'est sa portée visuelle et métaphorique. Visuellement, on ne parle plus ni d'aliments ni de nourriture, mais de lumière pure. » De façon similaire, chez Philippe Grenon, la traduction photographique d'une extrême précision des altérations d'un bois d'écritoire de la BNF est aussi un exemple d'une virtuosité à composer avec les sels d'argent comme avec une matière à modeler afin de créer un monochrome noir. Mais quel sens peut-on donner à l'intensification de cette production ? Pour le philosophe Paul Virilio, l'époque contemporaine est frappée d'une crise de la foi perceptive, et l'on peut penser que c'est pour redonner un contenu et une présence à une image qui s'épuise que ces artistes créent ce type d'image au plus près de la concrétude et de la matière des choses. Une photographie du concret qui est aussi un réel augmenté, puisque cette concentration du regard, cet usage de la frontalité sont les moyens d'un réenchantement du quotidien. La série récente de Philippe Grenon, les cuvettes de développement, qui consiste en des numérisations de cuvettes de développement employées dans les chambres noires et qui est aussi un clin d'œil à une série antérieure éponyme du photographe, je vous ai mis les deux, des années 90, qui avait fait des photogrammes d'autres cuvettes de développement, témoignent d'un glissement possible chez certains photographes tenant de cette photographie du concret vers une exploration du concret de la photographie qui est davantage l'objet de mon propos aujourd'hui. En effet, la photographie concrète considère la chambre noire ou tout lieu de production ou d'apparition des images, qu'elles soient analogiques ou numériques, comme un laboratoire d'expérimentation où se créent les œuvres. Ce concret se manifeste dans les travaux des photographes contemporains qui se concentrent sur la matière même du médium, prennent appui sur son ontologie propre, sa structure, son essence. La photographie concrète vise donc à explorer tous les éléments constitutifs de la matière photographique, que sont par exemple la lumière, le papier, l'appareil. Tous sont des matériaux devenus des moyens d'avènement de l'image. Alors à cet égard, il convient de rappeler que l'expression de photographie concrète prend en partie sa source dans le mouvement, pour ce qui concerne le contemporain, dans le mouvement de la concrete photographie allemande, courant lui-même dérivé de celui de la générative photographie, défini par plusieurs photographes allemands, dont Gottfried Jaeger, à partir des années 60. En effet, en 1968 a lieu à la Kunsthaus de Bielefeld une exposition intitulée « Générative photographie » où sont exposés les travaux de 4 jeunes photographes, 3 Allemands, Jaeger, Gravenhorst Breyer et un Belge, Pierre Cordier. Ces 2 derniers ayant accompli une partie de leur formation à Saarbrück auprès du chef de file de la subjective photographie Otto Steinert. Ces travaux photographiques sont présentés sous la forme de séries par auteur, composées pour l'essentiel de photographies abstraites. Leur cohérence procède d'un jeu de liaison formelle reposant sur l'évolution logique et précise d'un seul des éléments graphiques de la figure première. Systématique et programmatique, le mouvement de la générative ou concrete photographie donne naissance à des œuvres qui procèdent toutes d'un développement expérimental du médium. Autrement dit, ce n'est pas le style qui fédère les recherches artistiques, mais bien la méthode. Les moyens de mise en œuvre en général et par l'appareil photographique en particulier prennent donc la place centrale du dispositif artistique. Pour Gottfried Jaeger, je cite, « Son image est la concrétisation de la technique d'où elle surgit. C'est de la technique devenue art, la technique est devenue de l'art, la technique est l'art. » La technique même est analysée et décomposée pour mettre en lumière le processus photographique et produire toujours, selon Jaeger, une photographie de photographie. Dans le livre « Concrete photographie », publié en 2004, Jaeger explique que la photographie est concrète quand les moyens photographiques deviennent l'objet de la photographie et le médium lui-même un objet qui fait œuvre. La dimension autoréflexive sur le médium est au cœur de la démarche de ses représentants qui évoquent l'idée d'une photographie vraiment purement autoréférentielle qui n'aurait pas d'autre signification qu'elle-même. Pour Jaeger, la photographie concrète est un principe atemporel qui objectifie un idéal, à l'inverse de la photographie abstraite qui, elle, idéaliserait un objet.
Ce principe de la photographie concrète l'incite alors à dresser une chronologie du mouvement qui, selon lui, prendrait sa source dans les orthographies de Cockburn, évoquées ce matin même par Michel Debat, et surtout dans les photogrammes de Molinage. Excusez-moi, je reviens. Je ne sais pas comment. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. 2 diapos en arrière. Oui, il était là, pardon, excusez-moi. Les images obtenues par photogramme développent en effet un jeu d'ombre et de lumière épuré jusqu'à l'extrême et proposent une subtile utilisation des lignes, traits, contours et figures géométriques, pratique en laquelle Molinage était passé maître. Ce qui intéressait l'artiste au premier chef, c'était de pouvoir fabriquer à partir du réel des œuvres tout aussi réelles sans passer par le truchement d'un opérateur tel que l'objectif de l'appareil photographique ou les lentilles. D'ailleurs, les photogrammes les plus réussis sont ceux sur lesquels l'objet d'origine, le prétexte, est impossible à identifier. Il convient de rappeler que dès les années 20, Molinage posait clairement les déterminations spécifiquement photographiques du médium, objectivité, sérialité et reproductibilité, tout en appelant à une invention permanente dans les phénomènes optiques et le lexique photographique, en prenant le photogramme comme technique de saisie de la matière première de la photographie, à savoir la lumière. Plus de 50 ans plus tard, en 1977, la théoricienne américaine Rosalind Krauss, dans ses notes sur l'index, cité ce matin même, réaffirmait la valeur emblématique du photogramme. Mais c'est bien avec la lumière que cherche avant tout à jouer Molinaggi, qui s'intéresse peu, à l'inverse de Man Ray, autre grand créateur de photogrammes, rayogrammes, durant cette période d'avant-garde, à la reconnaissance de l'objet insolé. Le photogramme chez Molinage, contrairement à ceux de Man Ray, ne renvoie pas à une signification surréaliste, mais à un travail qui permet d'élever le procédé photographique au niveau des grandes innovations formelles qui ont marqué l'art moderne depuis la révolution visuelle du cubisme, en libérant la photographie de ses tâches banalement reproductibles. Le photogramme de Molinage est donc à cet égard aussi une image mentale. Il s'agit bien ici de photographie concrète plus que de photographie abstraite, car ainsi que le souligne à juste titre le photographe contemporain Walid Bechti quand il déclare « Les photogrammes sont des œuvres littérales, ce ne sont pas les abstractions d'un sujet particulier, mais ce sont les manifestations concrètes d'un ensemble de conditions ». La recherche autour du photogramme propre à Molinage conduit progressivement la photographie concrète du côté de l'épure essentialiste et interroge sa prise de distance par rapport au réel et à sa fonction documentaire première. Cette autonomisation revendiquée inscrit la photographie concrète dans l'héritage du modernisme de Greenberg, qui plaçait au cœur de son étude la théologie propre à chaque médium. Ainsi, quand la peinture travaille avec le plan et la couleur, la photographie joue avec le papier photosensible et la lumière. C'est ce que l'on observe par exemple dans la série des dégradés de James Welling, réalisée entre 1986 et 2006, des photogrammes sur papier chromogène qui présentent de simples dégradés de couleurs formant des bandes horizontales. À travers l'exploration de cette couleur, James Welling ambitionne de montrer que nous voyons plus de couleurs que celles que nous percevons naturellement. Il en est de même dans les monochromes d'Hélène Carey, les White and Black Monochrome de la série Photographie Degree Zero, des Polaroid, qui s'inspire, comme le titre de la série l'indique, aussi du livre de Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture. Le caractère monochromatique et abstrait de ces diverses séries a conduit de nombreux critiques à comparer ces travaux aux toiles de l'expressionniste abstrait Mark Rothko. Ces connexions esthétiques avec la peinture, de même que les similitudes formelles, ont pour but chez les photographes, ainsi que le pointait John Hilliard, de faire prendre conscience aux spectateurs de la matérialité de l'œuvre photographique qui existe au même titre que celle à l'œuvre dans les dessins, les peintures ou les sculptures. Ainsi, les poussières et les grains d'argent qui affleurent dans la série Silver de Wolfgang Tillmans sont à rapprocher d'une certaine façon des impuretés présentes à la surface de la peinture d'un autre expressionniste abstrait, gestuel cette fois, Jackson Pollock, dont on sait qu'il laissait, par exemple, des mégots dans la matérialité même de sa toile.
En d'autres termes, l'abstraction peut aider le spectateur à regarder non pas l'image à la surface de la photographie, mais l'œuvre comme un objet complet. De façon connexe, la question du geste du créateur photographe est prise en considération au même titre que celle du peintre, a fortiori lorsqu'il s'agit de photographies concrètes, sans référence autre que celle de la surface de l'image, ainsi qu'on peut le voir par exemple dans la série de Bogdan Konopka, Petite musique de nuit, qui, là encore, participe d'une gestuelle qui renverrait d'une certaine façon à la peinture de Pollock. Les travaux des photographes du mouvement de la photographie concrète se présentent aussi comme une traduction en un langage visuel des théories de Max Benz développées dans son livre Aesthetica de 1965. Benz y défend l'idée d'une esthétique qui procède, je cite, non plus d'une interprétation subjective, mais d'un établissement objectif. Ce dernier s'appuie sur une systématisation de la mise en œuvre des informations esthétiques et repose sur deux pôles concomitants. La mise en forme consciente de l'œuvre par la création de structures sur la base de moyens méthodiques, exacts, mathématiques, et de ce fait, l'utilisation constructive de l'appareil qui permet une méthode et une constante dans la production des œuvres. Cette technicisation poussée de la pratique artistique impose une approche scientifique de la pratique photographique déterminée par la reproduction et la systématisation. Chaque artiste adopte une technique unique qu'il modifie légèrement pour produire, à partir d'une image patron, un élément distinctif entre les photographies, restreignant le hasard à son sens mathématique, à l'image du protocole informatique. Selon Herbert Frank, en 1973, l'un des représentants aussi de cette photographie concrète et un de ses théoriciens, le hasard peut être planifié, la perturbation devient un facteur de stratégie. Et c'est cette perturbation que l'on peut observer, par exemple, dans la série de Lionel Bayol-Temin, Google as a Medium, où le photographe explique « Je me sers de Google comme d'un nouveau médium de création des images. Je contrains le programme à produire de l'accidentel, de l'improbable, de l'imprévu et de l'imprévisible en faisant l'expérience de ne pas respecter son protocole d'utilisation. » Il en est de même aussi de la série de Stan Douglas, les Corrupt Files. Les artistes travaillent ainsi à la grammaire, à la syntaxe de leur médium, produite par une manière unique de construire à toutes les échelles du processus artistique. Le caractère autoréflexif de la photographie concrète, s'il peut s'attacher à la matérialité du médium, peut aussi s'entendre dans une autre dimension. En effet, le réflexif peut devenir le spéculaire dans un mouvement où la matière mise en œuvre dans ces photographies concrètes devient la matrice d'une histoire du médium. La photographie concrète contient la dualité inhérente à l'abstraction, dont Kandinsky disait qu'elle était avant tout une impression. Ce sont d'ailleurs les titres de ses premières toiles, c'est-à-dire à la fois une trace physique palpable, une marque à la surface, la cause et son effet rendu visible, mais aussi une impression à entendre comme un sentiment, une intuition de l'ordre de l'intangible. Ce sentiment peut être justement celui de l'histoire, et notamment de l'histoire de la photographie, comme le souligne cette réflexion de James Welling. Je cite: « Quand je tiens mon appareil, je suis conscient de cette histoire du médium photographique. Je la ressens à la surface de toutes les photographies que je fais, et ce sentiment n'est pas comparable à celui que l'on peut ressentir pour une image peinte sur toile. Cette prise de conscience de l'histoire que draine la concrétude du médium photographique est un point commun dans la démarche de nombreux photographes attentifs à cette idée d'une matière devenue matrice de l'expérience du temps et de l'espace. » Cette fascination dynamique pour les fantômes de l'histoire du médium, on la retrouve ainsi chez la photographe Isabelle Lemine, dont l'œuvre incarne la perte de la matérialité de l'image dans la culture contemporaine, comme elle interroge sa possible récupération. C'est ce qu'on observe par exemple dans la série des Darkroomscape, et notamment donc After Hiroshi Sugimoto, puisque comme chez Sugimoto, on a une sensation d'abstraction qui est contrecarrée par la découverte du modèle de l'image, puisqu'il s'agit ici en réalité de photographies réalisées en laboratoire au moyen d'une chambre photographique qui montre les lignes d'horizon formées par la surface du révélateur dans les cuvettes de développement. Si elle fait bien de la technique une matière, Isabelle Lemine propose toutefois une incursion dans l'histoire
du médium en explorant l'argentique à l'heure du tout numérique et en proposant une méditation sur l'œuvre de l'un de ses pairs, le photographe Sugimoto. La photographie concrète qu'elle met alors en œuvre révèle la matière comme une matrice à même d'accueillir une démarche appropriationniste. On peut dire de même des travaux de Johann von Kuberta ou de Daisuke Yokota avec la série donc Trauma de von Kuberta qui enregistre les altérations sur des images d'archives et Yokota qui à partir de ses propres archives, construit ce livre qui est une matière mais aussi une matrice en prenant en compte la propre disparition de l'image et de ses archives. Ainsi qu'en atteste l'autre œuvre d'Isabelle Lemine que nous avons vue juste sur la diapo précédente, intitulée Replay, la lente dématérialisation de la photographie annoncée par le numérique a pointé une forme de fragilité de l'image et conduit certains photographes à chercher de nouvelles modalités d'incarnation de la photographie à l'ère post-photographique. Pour certains photographes, cela se traduit par une incursion dans l'histoire originelle du médium avec la réactivation de techniques telles que le daguerréotype, l'ambrotype, le papier salé, le collodion, etc. Si tous cherchent dans ces procédés une forme d'éloge de la lenteur, de refus de l'éphémère, leur regard reste celui de photographes résolument d'aujourd'hui, regardant l'histoire mais soucieux de proposer une autre attitude face au monde contemporain. L'abstraction choisie par certains est aussi un biais pour situer leurs œuvres hors du temps dans un espace d'interaction avec le spectateur. Pour ces photographes qui ont commencé à développer une attention à la matière et aux techniques du 19e dans le courant des années 2000, il ne s'agit donc ni d'un sursaut primitiviste, ni d'une réappropriation esthétisante, mais bien plutôt d'une volonté de choisir la technique la plus en adéquation avec leur projet photographique. C'est ce qu'on observe dans les ambrotypes de Laurent Millet, où l'artiste opte pour un langage plastique ou un autre de façon indifférenciée, sans hiérarchie de valeur, sans volonté subversive. Il considère l'ambrotype non pour ce qu'il représente, mais comme une technique comme une autre, à même de concevoir une œuvre qui traduise au mieux la complexité du monde contemporain et qui prend corps dans une matière à replacer au cœur de l'analyse de l'image. Lorsque la photographie numérique a pris en charge la représentation du monde, la photographie analogique, libérée de cette tâche, a engagé une réflexion non plus sur les modalités d'apparition du réel, mais sur la matière même de l'image. On assiste à partir de ces différentes façons d'appréhender la photographie concrète à l'aune de l'abstraction. On assiste à une volonté de déspécifier aussi le rapport au médium, une déspécification pointée notamment par Jacques Rancière dans Le milieu des appareils, lorsqu'il écrit « Le médium comme milieu absorbe en fait le médium comme instrument ». La multiplication des appareils contribue alors à créer des zones de neutralisation où les techniques s'indifférencient et échangent leurs effets, où leurs produits se présentent à une multiplicité de regards et de lectures, des zones de transfert entre le mode d'approche des objets, de fonctionnement des images et d'attribution des significations. Ce qui motive alors ces photographes contemporains, c'est bien l'élection d'une technique à même de matérialiser une intention et de la sublimer. En parallèle, il convient aussi de souligner qu'alors même que certains théoriciens, à l'exemple de l'historien d'art espagnol José Luis Brea dans son essai La Era Postmedia en 2002, prophétisaient l'arrivée du post-photographique, de nombreux photographes ont entendu la question du post non pas comme un après, mais comme un accomplissement, un dépassement non pas temporel, mais conceptuel de la notion de médium. La photographie concrète ne serait donc plus liée à cette notion de médium, mais bien à cette notion de matrice. Les clivages chronologiques et techniques n'ont alors plus lieu d'être et la matérialité inscrite au cœur de chaque procédé est désormais considérée non plus pour ce qu'elle représente, évoque ou symbolise d'un temps passé, mais pour ce qu'elle apporte en termes de pertinence et d'adéquation plastique au contenu de l'œuvre. Cette déspécification conduit à des allers-retours vivifiants entre numérique et analogique, dont témoignent notamment les installations Phénoménon de Mustapha Azerwal ou encore Covariance de Raphaël Dalla Porta. Toutes deux prennent naissance dans la dématérialisation numérique, réalisée soit à partir de modélisation informatique, soit, comme dans le cas de Mustapha Azerwal, à partir de photographies faites
sur des téléphones portables avant de s'incarner dans des tirages analogiques, des négatifs argentiques chez Mustapha Azeroual et des cyanotypes et des palladiums chez Raphaël Dalla Porta. Il ne s'agit donc plus de faire de la matière photo. Il s'agit donc de faire de la matière photographique une matrice qui peut s'incarner dans un objet ou une installation qui fait sortir la photographie de son appréhension commune et bidimensionnelle. La liberté à l'œuvre dans les travaux de certains photographes aujourd'hui affirme l'abstraction comme vecteur d'un renouveau de ce concret de la photographie. Cette capacité d'alliance possible entre des champs de la photographie qui n'avaient initialement pas vocation à se rencontrer, de même que la fin d'une pureté du médium, interroge plus largement l'idée d'une photographie concrète qui accueillerait les métamorphoses, la part d'imprévu caractéristique de l'organique. On se situe alors dans une autre abstraction qui n'est pas celle rigoriste ou constructiviste que nous avons vu jusqu'alors, une abstraction géométrique, mais bien plutôt une abstraction qui a tout à voir avec l'organique, le biomorphique. Cette photographie concrète se murait alors en somme en une photographie concrétion. Alors qu'initialement, et comme nous venons de le voir, la photographie concrète pointait un intérêt pour le concret de la photographie, ses caractéristiques intrinsèques, les considérations possibles sur sa matérialité créent un régime d'impureté fécond. Certes, la période postmoderne avait déjà proposé à la photographie de s'hybrider avec la peinture, la sculpture, mais il s'agissait alors plutôt de mettre en exergue l'interaction de diverses expressions artistiques que le dogme modernisme avait contribué à séparer, jusqu'alors engagés à accomplir leur destinée de façon autonome. Ici, à l'heure où la photographie concrète a pris en compte le caractère organique et évolutif de la matérialité au risque de sa disparition, il s'agit davantage de mettre en valeur le côté processuel, biomorphique au sein de ces photographies abstraites concrètes. Cette dimension processuelle de la matière, son évolution, peut apparaître dans les travaux de photographes qui prennent acte et jouent des évolutions et de la chimie et du support de la photographie. J'en veux pour preuve les travaux récents de la photographe Laure Tiberghien, qu'il s'agisse de son installation Eclipse, qui consiste en une série de papiers qui vont au fur et à mesure de l'exposition se colorer, donc prendre la lumière, ou de travaux plus récents, qu'il s'agisse de la série Screen actuellement présentée, ou encore des séries de Cibachrome qu'elle avait présentées à la Galerie Lumière des Roses, sous le titre Variations en un certain ordre assemblé, référence à la peinture la citation du peintre Maurice Denis, mais qu'elle modifiait pour justement montrer que on était dans le régime de la variation et donc de l'évolution. Et le philosophe Gilles Tiberghien expliquait à ce sujet: la photographie de Laure Tiberghien, on la dirait abstraite, et pourtant quoi de plus concret que ce travail d'impression lumineuse? Les images de Laure prennent en compte ces transformations du visible jusqu'à la corrosion, jusqu'à la disparition. Il en est de même dans le travail de Blanca Casas-Brulet, avec son nuancier sensible composé de diverses feuilles de papier photographique venant de son atelier et dont l'arrangement forme un tableau abstrait aux couleurs et valeurs changeantes au fil de la durée de l'exposition. À travers des pièces qui prennent comme référence et reformulent la forme inachevée, l'essai et le brouillon, elle essaie de rendre sensible la transformation du matériau, le balbutiement du sensible et l'émergence de l'image. Sont des formes a priori destinées à devenir des rebuts qui sont reprises dans des matériaux nobles et travaillées pour devenir porteuses de sens. Il est à cet égard significatif de constater que l'ambivalence de l'impression au cœur de l'expression photographique concrète se retrouve dans le choix d'un lexique qui, chez les photographes, fait la part belle à la hantise, au fantomatique propre à la latence entre incarnation et disparition.
Il était ce matin question aussi de l'informe et de privilégier une certaine forme d'informe. Et c'est d'ailleurs ce que met en œuvre la photographe Megan Rippenhoff avec ces cyanotypes qui résultent d'une performance avec le mouvement des vagues. Et pour conclure, je voulais évoquer ce rapport performatif avec la nature qui, d'une certaine façon, est caractéristique de cette photographie concrétion que je souhaitais aussi aborder avec vous et qui ouvre à tout un mouvement qui pourrait être celui d'une forme de slow photographie et dont témoignent aussi les nombreux travaux sur les anthotypes, voire de photographes contemporains, comme par exemple les Skin Memories de Thomas Mailander, donc des anthotypes sur cuir. Ces diverses appréhensions de la matière, donc tantôt comme médium, comme matrice ou comme processus, entérinent le passage d'une photographie concrète à une photographie concrétion, à même d'agréger la photographie au paradigme écosophique de l'art, que Félix Guattari appelait de ses voeux. Cette écosophie artistique, Silvia Bordini, Lorraine Werner et Roberto Barbanti en dressaient les principales caractéristiques, que je vous livre à présent. La tendance à une raréfaction et simplification de l'image, à une ténuité de l'œuvre. Le travail dans le territoire, en utilisant comme matériau par exemple la nature. Le recyclage, l'appropriation, pensée comme interprétation de la temporalité cyclique et la fin du gaspillage. L'élaboration collective qui dépasse l'approche individuelle. Ce sont autant de caractéristiques que l'abstraction photographique qui fait la part belle à la matière, mais justement en jeu. Je vous remercie pour votre attention.